Donc je suis membre d'un mouvement effectivement qui s'appelle le Mouvement pour un Dauphiné démocratique, qui est une association qui a été fondée en juin 2018, donc quelques mois avant le début du mouvement des Gilets jaunes. Donc c'est une association qui a deux objectifs, l'instauration du RIC en France et l'instauration d'un système politique confédéral. Alors sur ce point, je ne m'attarderai pas ce soir, parce que ça sera l'objet de notre prochain ouvrage. Je fais partie également du Mouvement pour une initiative citoyenne, qui est un mouvement qui a constitué une liste pour les élections européennes, qui avait déjà constitué une liste en 2009, dont l'unique point de programme consiste en l'instauration du RIC au niveau européen. Et donc, avec des collègues, avec 5 collègues du Mouvement pour un Dauphiné démocratique, on a initié ce projet d'ouvrage, donc le RIC, le référendum d'initiative citoyenne expliqué à tous, il y a de ça donc quelques mois, et donc il est sorti le 19 avril, donc c'est tout frais, aux éditions FIP. Donc voilà, il y a Clara Heger, Raoul Maniberton, Baptiste Pichot, Ismaël Ben Slimane, Nelly Darbois et moi-même. Et donc c'est de cet ouvrage que je viens faire la promotion ce soir, et c'est sur cet ouvrage que je vais appuyer l'intégralité de ma présentation. Alors, bon, bah là j'avais prévu la diapositive, mais on fera sans. Donc ce que j'aimerais commencer, c'est la base, juste la base, les principes généraux. Déjà, qu'est-ce que le RIC? Alors, dans sa plus simple expression, le RIC, c'est la possibilité pour chaque citoyen, chaque citoyenne, de proposer une loi et, via une pétition, quand la personne arrive à recueillir un nombre suffisant de signatures, à déclencher un référendum. Tout simplement. Et alors nous, ce qu'on aime bien rajouter, c'est pour que ce référendum, pour qu'on puisse vraiment parler de RIC, il faut que le résultat de ce référendum, il soit contraignant. C'est-à-dire que si vous avez une majorité de gens qui sont favorables lors du vote au référendum à la proposition de loi initiée, eh bien cette loi, elle doit être appliquée. Et ça, c'est une précision qui est importante à faire parce que vous avez par exemple en Nouvelle-Zélande où les citoyens ont la possibilité de proposer des lois, vous avez bien un référendum qui est déclenché, mais le résultat du référendum, il est simplement consultatif. Donc, on insiste vraiment sur le caractère contraignant du référendum pour vraiment parler de RIC. Et alors, à ce stade-là, ce qui est important de souligner, c'est que vous pouvez avoir le droit de proposer une loi sans pour autant que ça déclenche une initiative. En fait, on a ce modèle-là en Espagne et on l'a aussi au niveau de l'Union européenne. Et en fait, au lieu que ce soit un référendum qui permette de trancher sur la proposition de loi, en fait, c'est un vote au Parlement. Donc c'est les parlementaires qui votent si oui ou non la proposition de loi leur convient. Donc c'est les élus, donc ça démarre avec les citoyens, mais c'est en dernière analyse, ce sont les élus qui ont le dernier mot, donc ce qui n'est pas du tout le cadre du RIC, hein, où ça démarre avec les citoyens et sans l'intervention des élus à aucun bout, ça termine par les citoyens. Donc voilà, ça c'est pour la base de la base de ce qu'est le RIC. Alors maintenant, le RIC, il peut prendre différentes variantes. Alors, vous avez des variantes qui sont de type organisation politique, niveau d'organisation politique. Vous avez des variantes, vous avez des RIC qui peuvent être organisés à des niveaux locaux, et puis qui s'étalent jusqu'au niveau national. Donc ça peut être en France, ça pourrait être la commune, ça pourrait être le département, ça pourrait être la région. Et alors, par exemple, en Suisse, vous avez des référendums à tous les niveaux d'organisation. Aux États-Unis, vous avez des référendums seulement au niveau des États, et la moitié. Vous avez 24 États sur 50 qui disposent d'un RIC, mais vous n'avez pas de RIC au niveau national, en tout cas au niveau fédéral, qui est l'équivalent de notre niveau national. En Allemagne, c'est la même chose. Vous n'avez pas de RIC au niveau national, par contre vous avez des RIC au niveau des régions. Donc ça, c'est pour les variantes relatives à l'organisation, le niveau d'organisation politique. Et puis, il y a une autre forme de variante où on va classer les RIC en fonction de ce qu'ils nous permettent de faire. Et pour bien comprendre ces différentes variantes, il faut faire un petit détour par ce qu'on appelle la hiérarchie des lois. On parle aussi de la hiérarchie des normes. Alors, je vais faire vraiment très très simple. Toutes les lois ne se valent pas. Vous avez des lois qui sont plus puissantes que d'autres. Et pour faire au plus simple, en fait, on a le top du top de la loi, c'est la loi constitutionnelle. Ce sont vraiment les plus puissantes. Donc, c'est ce qu'on a dans la Constitution. C'est vraiment le socle de nos institutions. Et en dessous des lois constitutionnelles, vous avez les lois dites ordinaires, qu'on qualifie aussi de lois organiques, qui sont, elles, moins puissantes. Voilà. Et à partir de là, on va pouvoir comprendre les différentes variantes du RIC. Le premier RIC, la première variante, c'est ce qu'on appelle le RIC constitutionnel. Donc c'est un RIC qui permet à chaque citoyen de faire des propositions de loi constitutionnelles. Donc, au regard de la hiérarchie des normes, il s'agit du RIC le plus puissant qui soit.
Ensuite, vous avez le RIC législatif. Le RIC législatif va concerner simplement les lois ordinaires. Donc ces lois ordinaires, je ne l'ai pas précisé, mais ce sera toutes ces lois qui sont couramment discutées et votées au Parlement. Donc quand on parle du Code de la santé publique, quand on parle du Code du travail, on est là sur des lois ordinaires. Donc le RIC législatif permet de faire des propositions de lois ordinaires, donc un peu moins puissant que le RIC constitutionnel. Ensuite, vous avez le RIC qu'on qualifie d'abrogatif. Alors là, vous ne pouvez plus vraiment proposer de loi au sens constructif du terme. C'est-à-dire, là, vous pouvez simplement, il y a une loi qui ne vous convient pas, par exemple une loi sur la hausse des taxes du carburant, eh bien vous pouvez vous opposer à cette loi via un RIC dit abrogatif. Et la dernière version de RIC, ce qu'on appelle le RIC révocatoire. Vous avez un élu ou un ensemble d'élus qui vous estimez qu'ils ne font pas bien leur job, qu'ils ne font pas bien leur boulot, et vous aimeriez en changer. Et bien avec un RIC révocatoire, vous avez la possibilité de déclencher l'organisation de nouvelles élections, et si lors de ces élections de nouveaux représentants sont élus, ça aura pour effet de révoquer les élus en place. Et par exemple, pour la petite anecdote, vous avez en Californie en 2003, vous avez le gouverneur Arnold Schwarzenegger qui a été élu, et en fait c'est suite à la révocation, je ne me rappelle plus son nom, mais en tout cas le gouverneur qui l'a précédé a été révoqué avec un RIC révocatoire. Alors, on entend parler relativement au mouvement des Gilets jaunes, vous avez pu peut-être entendre parler du RIC Carl, et en fait le Carl, C-A-R-L, ce sont en fait les lettres de constitutionnel, abrogatif, révocatoire et législatif, et donc on parle aussi de RIC en toute matière, mais donc voilà, ces lettres font référence à ces différentes formes de variantes. Et ce qui est important de comprendre à ce niveau-là, c'est qu'en fait avec un RIC constitutionnel, en principe, vous pouvez tout faire. En fait, vous pouvez faire du législatif, vous pouvez faire de l'abrogatif, vous pouvez faire du révocatoire. Tout est possible avec un RIC constitutionnel. En fait, le seul intérêt d'avoir finalement, de spécifier peut-être des variantes, de spécifier un RIC législatif ou un RIC abrogatif, c'est d'avoir des procédures différentes. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer, dire à un moment donné, un RIC constitutionnel, peut-être qu'il faut plus de signatures qu'un RIC simplement abrogatif, parce que comme c'est quand même plus important, c'est plus puissant. Alors en Suisse, c'est par exemple le cas. Il y a un RIC constitutionnel, le seuil de signature est à 100 000, le RIC abrogatif, lui, est à 50 000. Mais en principe, retenez, et ça sera important pour la suite, qu'avec un RIC constitutionnel, on peut tout faire. Alors, au-delà des variantes, une question qui peut se poser, toujours dans les principes généraux relatifs au référendum d'initiative citoyenne, c'est l'articulation entre le RIC et ce qu'on appelle la démocratie directe. Est-ce que si on a un RIC, ça veut dire qu'on a démocratie directe ? Eh bien la réponse à cette question est non. En fait, il faut absolument, pour qu'il y ait démocratie directe, il faut un RIC, mais si vous avez le RIC seul, ça ne signifie pas qu'il y a démocratie directe. Alors pour comprendre la réponse à cette question, il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on entend par démocratie directe, et ça c'est une discussion qui pourrait durer indéfiniment. Alors nous, dans notre ouvrage, on a fait le choix de 3 caractéristiques pour la démocratie directe, 3 caractéristiques qui nous paraissent claires et avoir des implications très pratiques dans le sens où elles nous montrent clairement ce qu'il faut avoir pour avoir ce qu'il faut avoir d'un point de vue législatif pour parler de démocratie directe. La première caractéristique, pour avoir une démocratie directe, il faut que les citoyens puissent modifier les lois les plus puissantes qui soient, c'est-à-dire les lois constitutionnelles. Les citoyens, dans une démocratie directe, les citoyens peuvent modifier la Constitution. Donc, quelle est l'implication pratique de cette caractéristique ? Eh bien, si vous voulez une démocratie directe, il faut un RIC constitutionnel. Ça, c'est le premier point. Deuxième caractéristique, pour avoir une démocratie directe, il ne faut pas de clause d'exception, il ne faut pas d'interdit. C'est-à-dire qu'avec votre RIC constitutionnel, il n'y a aucun sujet interdit aux citoyens. Donc l'implication, par exemple, les sujets fiscaux, les sujets budgétaires, les traités internationaux, ça ne doit pas être des clauses d'exception. Et donc dans les implications pratiques de cette caractéristique, c'est qu'il faut un RIC constitutionnel. Si on veut pouvoir avoir une démocratie directe, il faut un RIC constitutionnel intégral. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interdit. Ce qui n'est pas le cas dans un nombre de pays où en fait vous avez des RIC, qui soient constitutionnels ou non, pour lesquels vous avez tout un tas de restrictions, en particulier sur la matière budgétaire et fiscale. On en reparlera. Dernière caractéristique, c'est qu'il faut que les citoyens soient maîtres de leur constitution. Il ne faut pas qu'il y ait à un moment donné la possibilité pour les élus, si vous avez un référendum d'initiative citoyenne constitutionnel et intégral, vous faites votre proposition de loi, vous recueillez un nombre suffisant de signatures, il y a un référendum, votre proposition est approuvée, donc il y a un changement constitutionnel. Il ne faut pas que les élus aient la possibilité, 2 ans après, soit d'annuler votre travail, votre proposition, soit de la bidouiller pour l'appauvrir à un point où elle est plus utilisable. Il ne faut pas qu'il y ait cette possibilité-là. Donc les citoyens doivent être maîtres de leur constitution. Et quelle est l'implication pratique de cette caractéristique ?
Eh bien, il faut un mécanisme dont on parle assez peu, voire peut-être même pas du tout, de ce que j'ai pu constater dans ma propre investigation médiatique, qui est différent du RIC, c'est ce qu'on appelle le référendum obligatoire. Le référendum obligatoire, c'est un mécanisme qui est très très simple, c'est simplement de dire, à un moment donné dans la Constitution, toute modification de la Constitution doit être soumise à référendum. Qui qu'en soit à l'origine, que ce soit les citoyens, mais si c'est les citoyens, c'est un référendum d'initiative citoyenne, ou si c'est les élus, que ce soit des parlementaires ou le président de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites un référendum d'initiative citoyenne et que vous incorporez une modification comme ça de la Constitution qui est incorporée, bah si 2 ans plus tard, les élus veulent l'annuler ou la modifier, et bah automatiquement ça déclenchera un référendum. Ce qui fait qu'en matière constitutionnelle, ce sera, avec un référendum obligatoire, ce sera toujours les citoyens qui auront le dernier mot. Et donc en fait, si on veut synthétiser, pour avoir une démocratie directe, d'un point de vue purement fonctionnel, il faut un RIC constitutionnel intégral, selon les caractéristiques que je vous ai énoncées, et il faut ce mécanisme de référendum obligatoire. Et donc là, on voit que si vous avez juste un référendum constitutionnel intégral, on ne peut pas vraiment parler de démocratie directe, parce que les élus ont la possibilité de bidouiller, de débricoler le travail qui a été fait et approuvé par les citoyens. Donc, démocratie directe, selon nous, d'un point de vue des implications concrètes, il faut un RIC constitutionnel intégral et un référendum obligatoire. Alors maintenant, une autre question qu'on peut se poser, toujours dans les principes généraux relatifs au RIC, c'est quelle est la place des élus quand on a le RIC ou la démocratie directe? Alors, le système actuel, vous avez fait un beau schéma, tant pis, je vais vous le mimer. Aujourd'hui, vous avez des citoyens qui élisent des représentants, qui sont juste en dessous, et puis ces représentants, ces élus, c'est eux qui s'occupent des lois. Voilà. Donc ça, c'est un système vertical, comme ça. Donc ça, c'est notre système actuel. Là, dans un système en démocratie directe, vous avez toujours citoyens, élus, et les élus qui s'occupent des lois, mais vous voyez, j'ai fait un petit triangle, comme ça, et vous avez une voie directe des citoyens aux lois. Donc c'est pour ça qu'on peut parler de démocratie directe, et qu'en démocratie directe, en tout cas selon nous, on peut tout à fait faire cohabiter les citoyens et leur capacité législative, leur puissance législative, et les représentants. Pour ceux, j'aime à dire que pour ceux qui sont vraiment allergiques aux élus et qui ont envie d'imaginer un système où on s'en passe, ben vous pourrez tout, en fait avec une démocratie directe, avec référendum constitutionnel intégral et référendum obligatoire, vous pourrez toujours faire la proposition de système. Donc j'en ai terminé avec les principes généraux. Et maintenant, ce que j'aimerais aborder, c'est la question de l'argumentaire, des avantages, des inconvénients, des arguments favorables, des arguments défavorables au référendum d'initiative citoyenne et de manière plus générale à la démocratie directe. Et alors, la première chose que j'aimerais faire, c'est aborder justement les inconvénients de la démocratie directe et du référendum d'initiative citoyen. Parce que des inconvénients, il y en a. Il y en a, et il me semble que pour argumenter sérieusement sur ce sujet-là, il faut les regarder bien en face. Et en fait, quand vous écoutez les détracteurs du référendum d'initiative citoyenne, vous écoutez toutes les critiques, de manière générale, on peut faire 2 grandes catégories de critiques. Vous avez une catégorie de critiques qui consiste à dire « c'est sympa votre truc, c'est sympa, voilà, potentiellement, mais c'est pas la solution parfaite. C'est pas avec ça qu'on va répondre à l'urgence climatique. C'est pas avec ça qu'on va résoudre la pauvreté dans le monde, notre pays, etc., etc. Ça va pas résoudre tous les maux. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est un vrai inconvénient de la démocratie directe et du référendum d'initiative citoyenne. C'est vrai, admettons-le. Deuxième catégorie de critique, c'est de dire à un moment donné, bon, toujours pareil, oui, c'est sympa votre RIC, votre démocratie directe, mais quand même, ça peut poser un certain nombre de problèmes. C'est pas sans risque. Si vous donnez le pouvoir à une majorité de cons, ils risquent de faire des conneries. Hein. Et ça, c'est vrai aussi. Ça, c'est vrai aussi, donc il faut l'admettre, il faut le reconnaître. C'est un vrai inconvénient du RIC. Sauf qu'en l'admettant, il peut être bon quand même de faire remarquer que ces 2 inconvénients sont valables, complètement valables, en fait, pour le système représentatif qu'on a actuellement. Nos représentants, nos élus ne sont pas la solution parfaite pour résoudre tous les maux. Je pense que tout le monde en conviendra, que ce soit pour l'urgence climatique, la pauvreté et d'autres choses encore. Et est-ce que notre système représentatif est à risque de poser des problèmes? C'est plus que des risques, en fait. Je connais, à ma connaissance, aucune guerre n'a été déclenchée par référendum d'initiative citoyenne. Et l'argument, enfin, le propos de dire si on donne du pouvoir à une majorité de cons, ils peuvent faire des conneries, c'est vrai. Donner du pouvoir à une minorité de cons, ils peuvent faire des conneries aussi. Sauf que dans ce cas-là, les conneries de la minorité s'imposent à la majorité.
ce qu'on est en droit de trouver injuste. Donc, ces limites, elles sont valables aussi pour le système actuel. Et en fait, je mets au défi quiconque de me trouver le moindre système politique qui ne comporte pas ces deux inconvénients-là. Et ce type de catégorie de critique, qui peut se décliner de tout un tas de façons, en fait, quand vous regardez l'histoire de l'accession à de nouveaux droits politiques pour les citoyens, que ce soit le droit de vote des femmes, que ce soit l'extension du suffrage à l'époque où seuls les hommes riches pouvaient voter. En fait, c'était toujours la même... C'est du réchauffé, ces critiques-là. C'était exactement le même type d'argumentation qui était servi. Et donc, quand on a fait ce constat-là, quand on a regardé ça, en fait, on se retrouve à devoir, finalement, comparer les mérites respectifs d'un système à un autre. Il va falloir comparer. Et ça, c'est possible de comparer. Il faut faire des études comparatives, parce que vous avez déjà des pays qui disposent d'une forme de démocratie directe, de mécanisme de démocratie directe, de RIC. Je vous le disais, vous avez les États-Unis, vous avez différents États, vous avez la Suisse, vous avez tout un tas de pays. Dans le monde, vous avez 12 pays qui disposent d'un RIC constitutionnel au niveau national. Donc on peut faire des études comparatives, et en fait des études comparatives, il en existe des dizaines, qui ont déjà été réalisées depuis des dizaines d'années, sur différents paramètres. Alors c'est surtout aux États-Unis et en Suisse, et c'est les résultats, certains des résultats de ces études comparatives dont j'aimerais vous parler maintenant. Donc on parlera des effets du RIC. Alors ce que font les chercheurs, c'est vraiment du travail de recherche. Ce que font les chercheurs, c'est, par exemple, aux États-Unis, on va soit comparer les États qui disposent du RIC versus ceux qui n'en disposent pas, soit comparer les États qui utilisent beaucoup le RIC versus ceux qui l'utilisent peu. Et alors en Suisse, comme ils ont le RIC de partout, dans tous les cantons, ce ne sera pas présence versus absence. Par contre, on pourra comparer, en fonction des cantons, l'accessibilité du RIC n'est pas la même. C'est-à-dire qu'il y a des cantons dans lesquels vous avez un seuil de signature, par exemple, qui est plus bas, dans lequel le RIC est plus facile d'accès. Donc on va comparer comme ça les cantons en fonction de leur facilité d'accès sur différents paramètres. Et donc, dans notre ouvrage, et je pense que c'est là une des valeurs de ces valeurs ajoutées, parce qu'on entend finalement assez peu parler des résultats de ces études, on a recensé une vingtaine d'effets différents qu'on a classés sur 2 chapitres. Là, je vais vous en présenter un certain nombre en vrac, assez rapidement, pour que vous ayez une idée déjà des résultats des études comparatives existantes. Et puis il y en a deux sur lesquels je m'attarderai un peu plus longtemps. Alors, quels sont les effets du RIC? Alors, je parlerai en général de quel est l'effet de la présence du RIC, même si, je vous l'ai expliqué, c'est un peu plus compliqué que ça. Ça peut être accessibilité, etc. Mais pour simplifier le propos, je parlerai de l'effet de la présence du RIC. Donc, quels sont les effets de la présence du RIC sur un territoire par rapport à la non-présence? Eh bien, sans trop de surprise, un territoire disposant d'un référendum d'initiative citoyenne produit des politiques plus conformes aux souhaits de la majorité. Donc ça, c'est assez peu surprenant. Un autre effet, c'est que dans les territoires disposant d'un RIC, vous avez les mandats des élus qui sont en général plus courts et moins nombreux. Un autre effet, c'est que dans les territoires disposant d'un RIC, vous avez un plus fort contrôle de l'action des élus, avec des élus qui sont, par exemple, obligés de rendre publiques des réunions de cabinet dans lesquelles se prennent des décisions importantes, ou qui sont limités dans leur possibilité d'augmenter les taxes, au-delà de certains seuils. Donc ça, c'est un effet qui a été démontré. Vous avez aussi, dans les territoires disposant du RIC, des citoyens qui se trouvent être plus résistants à l'influence des partis politiques. C'est un autre effet. Vous avez aussi une moindre utilisation de formes d'action politique radicale. On dit que le RIC a un effet pacificateur. Un autre effet, c'est on trouve un plus grand investissement associatif des citoyens, soit plus de bénévolat, soit plus d'associations à but non lucratif. Donc voilà pour la partie un peu vrac, pour que vous voyez la diversité des effets qui ont déjà été mis en évidence. Et puis sur les deux types catégories d'effets sur lesquels j'aimerais m'attarder. Alors il y a déjà un triptyque. Dans les territoires qui disposent d'un RIC, de mécanisme de démocratie directe, et là vous avez moins d'impôts, moins de dépenses publiques, et moins de dette publique. Et alors là, certains d'entre vous pourront me dire, moins d'impôts, moins de dépenses publiques, moins de dette publique, mais peut-être qu'il y aura moins de redistribution, et peut-être des inégalités économiques plus grandes. Et bien en fait, ces effets ont été montrés à niveau d'inégalité stable. Donc quand on sait ça, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu, parmi les détracteurs du RIC, on en parlait, vous savez, c'est clause d'exception. On veut dire, le RIC c'est sympa, mais par contre, il va falloir quand même l'encadrer. Il ne faudra quand même pas laisser la possibilité aux citoyens de décider sur tous les sujets, en particulier les matières budgétaires, les sujets budgétaires et fiscaux, les matières quand même bien trop sérieuses pour être laissées aux mains des citoyens. Et bien, vous voyez, quand on a connaissance des effets de ces études,
eh bien on est en droit de trouver ces propos totalement infondés en fait. Un autre type d'effet que je trouve intéressant, c'est que dans les territoires qui disposent d'un RIC, on a des citoyens qui ont des connaissances politiques qui sont supérieures aux territoires n'en disposant pas. Et alors, ce qu'ont fait certains chercheurs suisses, c'est essayer de voir, parce que le niveau de connaissances politiques, il dépend de tout un tas de facteurs, dont par exemple le niveau d'éducation, et ils ont essayé de voir de combien finalement, en fait ce qu'ils ont mis en évidence, je vais aller à la conclusion directement, c'est ce qu'ils ont mis en évidence, c'est que pour avoir un effet éducatif similaire à celui du RIC, sans le RIC, il faudrait différer la scolarité obligatoire de 2 à 3 ans. Donc non seulement on peut dire qu'il y a un effet éducatif du RIC, qui est réel, mais en plus cet effet éducatif, il est loin d'être négligeable. Donc de la même façon, moi j'ai pu souvent entendre donner du pouvoir aux citoyens, d'accord, mais avant il faudra quand même les éduquer. Bon bah si on est sur cette ligne, si vous trouvez quelqu'un sur cette ligne-là, eh ben, en fait, vous pouvez lui dire, bah, ça tombe bien, en fait, donnons du pouvoir aux citoyens, donnons le RIC tout de suite, ça aura un effet éducateur significatif. Et la logique sous-jacente, elle est bien documentée, en fait, c'est que quand vous donnez du pouvoir de décision aux gens sur un sujet, voilà, vous avez du pouvoir sur tel sujet, il va falloir décider, et bien les gens se renseignent sur ce sujet, s'informent, s'y intéressent, et voient leur niveau de connaissance augmenter sur le sujet. Et quand vous sollicitez les gens régulièrement sur différents sujets, comme la question de l'Union européenne, etc., et bien leur niveau de connaissance politique augmente. Alors, là j'en ai terminé sur la question des effets, et à ce stade, j'aimerais quand même vous inviter à la prudence quant à l'usage qu'on peut en faire dans l'argumentation. Parce que, comme je vous disais, déjà la plupart des études ont été faites essentiellement aux États-Unis ou en Suisse. Donc on peut déjà se demander dans quelle mesure les résultats sont généralisables. Donc ça c'est un premier point. Ensuite, vous avez certains effets où les études sont peu nombreuses, ou anciennes. Ensuite, là je vous ai présenté les effets de manière assez synthétique, mais vous le verrez pour ceux qui liront l'ouvrage que le propos est beaucoup plus nuancé, c'est un peu plus compliqué que ça en réalité. Donc, et puis, là je vous ai dit, on va des fois évaluer présence du RIC versus absence du RIC. Voilà, on va évaluer le RIC de différentes façons, et puis des fois, c'est compliqué d'évaluer le RIC seul, donc il y a aussi d'autres mécanismes de démocratie directe qui sont évalués. Tout ça pour dire, il n'y a pas un haut niveau de certitude, il n'y a pas, à mon avis, un niveau de certitude suffisamment élevé sur ces résultats pour pouvoir les utiliser de manière forte dans une argumentation. C'est-à-dire dire à un moment donné, le RIC c'est super, la démocratie c'est super parce qu'on trouve tel et tel et tel effet. Sous cette forme-là, je trouve ça un peu aventuré. En revanche, ce que je trouve tout à fait raisonnable, c'est ce que je vous disais, c'est face à des gens qui tiennent des propos critiques vis-à-vis du RIC, ou en tout cas des propos tels qu'il faudrait à un moment donné, le RIC c'est bien, mais il faudrait l'encadrer, en particulier sur les sujets budgétaires et fiscaux. Bon, bah là, c'est vraiment intéressant d'avoir en tête ces effets-là pour pouvoir recadrer en fait ce type de personnes et dire à un moment donné, arrêtons la discussion là, allez travailler, documentez-vous, parce que non seulement les études, votre propos est infondé au regard des résultats qu'on a, voire on aurait des résultats qui tendent plutôt à montrer l'inverse, c'est-à-dire que les citoyens sont plus responsables que les représentants. Et vous pourrez le voir dans l'ouvrage, il y a tout un tas de mécanismes explicatifs bien documentés pour expliquer que les citoyens ont une bien meilleure capacité de gestion que leurs représentants. Alors, au-delà des effets, il y a quand même des arguments qu'on peut utiliser de manière positive et directe pour défendre la démocratie directe et le RIC. Et il y en a plusieurs, et j'aimerais vous en présenter un qui est vraiment un avantage qui me paraît être très très fort. Donc là, on peut vraiment utiliser de manière positive. C'est l'effet du RIC sur l'augmentation de nos droits politiques. Les droits politiques en France aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme droit politique? Vous avez le droit de manifester, vous avez le droit de pétition, vous avez le droit de vous présenter à certaines élections, vous avez le droit de voter à certaines élections. Quel droit autre? Vous avez le droit de réunion, vous avez le droit de créer une association, vous avez le droit d'y adhérer. Voilà, vous avez un certain nombre de droits politiques. Ça n'a pas toujours été le cas, on n'a pas toujours eu autant. Il faut savoir qu'il y a tout un tas de pays où en fait on en a moins, effectivement, mais il y en a d'autres où on en a plus. Vous avez par exemple, dans l'écrasante majorité des pays d'Europe, si ce n'est pas tous, je crois qu'il n'y a que la France et le Portugal qui font exception, les citoyens ont le droit de parrainer un candidat pour les élections présidentielles.
En France, aujourd'hui, le parrainage d'un candidat pour les élections présidentielles, c'est soit un maire, soit un grand électeur. C'est les maires ou les grands électeurs. Les citoyens ne peuvent pas parrainer un candidat. Et bien, ce droit existe dans quasiment tous les pays d'Europe, sauf la France. Vous avez des droits, alors c'est pas forcément, vous n'avez pas forcément plus de droits dans certains pays, mais des droits plus étendus. Par exemple, le droit de manifester en Suisse, vous avez le droit de manifester à visage couvert, et le gouvernement ne peut pas interdire une manifestation, ce qui n'est pas le cas en France. Donc, on a comme ça des droits qui peuvent être plus ou moins importants, et donc on a aussi, dans certains pays, le droit de révoquer des élus, les citoyens ont le droit de faire des lois, les citoyens ont le droit d'abroger des lois, et donc c'est là une des forces du RIC, quelle que soit sa forme, et évidemment plus les formes sont diverses, ou en tout cas et plus elles sont puissantes, par exemple avec un RIC constitutionnel, et plus nos droits politiques en tant qu'individus augmentent. Et avec un RIC constitutionnel, je dirais qu'on est même au-delà de la simple augmentation du droit politique, c'est qu'avec un RIC constitutionnel intégral, vous obtenez le droit politique, chaque citoyen obtient le droit politique de s'octroyer d'autres droits politiques et d'étendre ces droits politiques. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me paraît très très important et qu'on ne va pas retrouver par exemple avec d'autres mécanismes qui sont proposés pour améliorer le système des institutions politiques, qui sont un mécanisme qui m'est tout à fait sympathique et sympathique à l'ensemble de mes collègues, qui est par exemple le tirage au sort. Le tirage au sort, c'est un mécanisme qui permet d'améliorer la représentation, et c'est un mécanisme qui conduit à choisir encore une fois des représentants. On reste dans le système représentatif. Et ça ne donne pas de droit politique, ça ne nous donne pas de droit politique en tant qu'individu, contrairement au RIC. Vous déclenchez une assemblée constituante, ceux qui vont être choisis pour l'assemblée vont être dotés de super pouvoirs, donc c'est super, mais tous les autres citoyens n'auront pas de droit politique supplémentaire. Et c'est là vraiment une valeur ajoutée du RIC, à mon avis, c'est qu'on a une augmentation des droits politiques des individus. Alors à partir de là, j'en ai terminé avec l'argumentaire, et pour la suite de la présentation, je vais partir du principe que vous êtes tous convaincus. D'accord ? Bon, je ne prends pas grand risque, au moins sur l'esprit. Après, la forme concrète, on va en discuter. Mais au moins sur l'esprit, et là je ne prends pas grand risque, parce que je sais que l'ensemble des sondages indique 70 à 80% des gens favorables au RIC. Donc, vous êtes tous convaincus, mais le problème qui se pose maintenant, on a une revendication qui est claire, les citoyens doivent pouvoir légiférer directement sans intervention des élus, qui est minimale, ce qui est super, parce que ça permet une adhésion transpartisane, donc tout le monde peut s'y retrouver. Mais le problème, c'est que cette revendication, elle peut s'incarner dans... Il y a tout un tas de RIC possibles, en fait, tout un tas de propositions concrètes possibles. En fait, même potentiellement, il y en a une infinité de RIC possibles. Sauf que là où c'est problématique, c'est que quand on regarde à l'international, on voit clairement qu'il y a des RIC qui fonctionnent mieux que d'autres, voire qu'il y a des RIC qui ne fonctionnent pas du tout. Et donc, ce que j'aimerais vous proposer dans donc la partie que j'avais intitulée sur mon diapo, comment et quel RIC construire, et donc relativement pour répondre à cette question, ce que je vous propose en premier, c'est de voir quels sont les pièges à éviter, en faisant justement, alors regardez ce qui se passe un peu à l'international. Alors, le premier piège, il y en a plein, j'en ai choisi 3. Les autres, vous les retrouverez tous dans l'ouvrage. J'en ai choisi 3 qui sont vraiment illustratifs, emblématiques. Le premier piège à éviter, c'est de mettre un seuil de signature pour la proposition qui est trop élevé. Alors, qu'est-ce qu'on entend par seuil de signature trop élevé ? Eh bien, par exemple, vous avez les Philippines, c'est 12% de l'ensemble des électeurs, ce qui représente à peu près 6 millions d'électeurs. Bolivie, 15%, ce qui représente à peu près 3 millions d'électeurs. Venezuela, 20%, ce qui représente à peu près 1 200 000 électeurs. Donc, si on avait des seuils tels que ceux-là en France, pour pouvoir déclencher un référendum, ça veut dire que votre proposition, faut recueillir entre 5 millions et 10 millions de signatures. Et donc pour vous donner une idée, j'ai regardé l'ensemble des pétitions qui ont bien fonctionné ces dernières années. En fait, vous atteignez très très rarement le million. Là, vous avez la seule pétition, à ma connaissance, la récente, qui a dépassé le million, c'est la pétition de la gilet jaune Priscilla Ludowski, contre la hausse des taxes du carburant, ou pour la baisse, je ne sais plus, qui a recueilli 1 200 000 signatures. Donc vous voyez que même au plus bas, je vous disais, ça serait entre 5 et 10 millions, même si on avait un seuil à 5 millions, eh bien on peut toujours courir pour avoir un RIC qui passe. Et d'ailleurs, ces 3 pays, Philippines, Bolivie, Venezuela, Philippines, vous avez un RIC depuis 1987, Bolivie 1999 et Venezuela 2009. Eh bien, dans les 3 cas, 0. Le nombre de RIC depuis l'instauration du RIC dans ces pays, il n'y en a eu aucun. Voilà. Alors, deuxième piège, le délai de récolte des signatures. Parce que si je vous dis, on va fixer le seuil à 1%, voilà, 1%, même moins, on va dire, allez,
en France, il faut, mettons, 500 000 signatures. 500 000 signatures, mais par contre, vous avez 15 jours pour récolter ces 500 000 signatures. 15 jours, 500 000 signatures. Alors, à part si ça se fait sur le web, alors c'est pas très courant pour l'instant, mais en tout cas, s'il faut y aller en manuscrit, ce qui est le cas dans la plupart des pays, avec la pétition, aller au marché, etc., récolter 500 000 signatures en 15 jours, vous avez intérêt à avoir une sacrée équipe de militants. C'est très difficilement réalisable. Et d'ailleurs, en fait, on a la Croatie qui a... donc, la Croatie, elle a un seuil de signature qui est à 10%, donc ce qui est déjà élevé. Donc, ça représente 300 000 électeurs. Et il faut bien... leur seuil, c'est fixé constitutionnellement, c'est 15 jours. Il faut 15 jours pour récolter ces 300 000 signatures. Et donc, la Croatie, c'est pas compliqué. Nombre de RIC en 25 ans, un seul. Il y en a quand même un qui est passé, mais vous voyez, c'est quand même pas un RIC très, très fonctionnel. Dernier piège, dernier gros piège à éviter, c'est la question des quorums. Les quorums, c'est un mot qui peut être un peu effrayant comme ça au premier abord. En fait, c'est l'idée de dire, bon, première étape tout à fait intuitive, c'est de dire, pour que le référendum, pour que la proposition de loi soit adoptée, il faudra qu'il y ait la majorité des gens qui y soient favorables. Mais rajouter un quorum, c'est rajouter une exigence. Alors, ça peut être soit de participation minimale, supplémentaire à la majorité simple, c'est de dire, il faut la majorité simple, mais en plus, il va falloir... Par exemple, en France, il faudra que au moins la moitié de l'ensemble des électeurs se déplacent à l'urne. Qu'est-ce que ça veut dire en France? Alors, on va arrondir, on va dire que l'ensemble des électeurs, on est 40 millions, donc la moitié, c'est 20 millions. Et bien, ça veut dire que si vous avez 19 millions de gens qui se déplacent à l'urne pour voter votre proposition, et que 100% votent favorablement, 100% des gens, ce qui serait exceptionnel, 100% des gens sont d'accord avec votre proposition, 19 millions, vous êtes en dessous de 20 millions, vous êtes en dessous de la moitié, le résultat est nul. Ça s'appelle un quorum de participation à 50%. Après, vous avez une autre forme de quorum qui est le quorum d'approbation. Là, on va dire, peu importe combien de personnes participent, et vous allez voir qu'en fait c'est important, mais peu importe combien de personnes participent, mais il faudra que la moitié des électeurs soient favorables à la proposition, peu importe le pourcentage. Alors il faut la majorité, mais il faut aussi que cette majorité coïncide avec la moitié des électeurs du pays. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Reprenons l'exemple français. Vous avez 40 millions d'électeurs, la moitié c'est 20 millions. Et bien même si vous avez 30 millions de personnes qui se déplacent à l'urne, donc 30 millions de personnes, c'est 75% de participation, c'est énorme. Et que vous avez 19 millions qui sont favorables à votre proposition et 11 millions qui sont défavorables, et bien 19 millions, c'est en dessous de 20 millions, le résultat est nul. Le référendum annulé. Donc c'est quand même dommage. Et alors, les exemples un peu emblématiques qu'on a en Europe, c'est la Lituanie et la Lettonie. Dans ces deux pays, ils ont des quorums de participation tels que donc c'est des quorums d'approbation tels que ceux que je viens de vous décrire. Et là, vous avez vous avez eu 7. Alors la Lituanie, ils ont le RIC depuis 1992 et la Lettonie depuis 1996. En Lituanie, vous avez eu 11 référendums organisés. En Lettonie, vous en avez eu 7. Et dans tous les cas, vous n'avez jamais eu un seul référendum qui a abouti à cause du quorum. Et pour vous donner un exemple, vous avez eu en Lettonie, alors je crois que c'était en 2003, la population a voulu introduire, il y a une proposition pour introduire un RIC révocatoire. 97% des gens y étaient favorables. Et bien, la proposition a été retoquée à cause d'un quorum non atteint. Donc ça, voilà, c'est le piège des quorums. Et en fait, de manière, donc, seuil de signature élevé, premier piège, un délai de récolte des signatures trop court, deuxième piège, les quorums de participation ou d'approbation. Et en fait, de manière très générale, je vous disais, dans le monde, il y a 36 RIC, il y a 36 pays qui sont dotés d'un RIC au niveau national, et en fait, vous en avez 17, la moitié, dans lesquels il y a eu 0 RIC. Il n'y a jamais eu de RIC organisé pour des raisons similaires à celles que je vous ai évoquées. Et parmi ces pays, vous avez l'Albanie, la Biélorussie, la Bulgarie, Luxembourg, Malte, Russie, l'Ouganda, le Togo, le Kenya, la Bolivie, la Colombie, Costa Rica, l'Équateur, le Mexique, le Kirghizistan, les Philippines et les îles Marshall. Je les énonce, je trouve que ça vaut la peine de les énoncer pour montrer que en fait, le RIC il est déjà très très répandu. Et là, c'est des RIC au niveau nationaux. Mais vous voyez, il est répandu, mais sa répansion ne signifie pas son usage, et pour toutes les raisons que je vous ai évoquées. Alors, maintenant, ce que je vous propose, on a vu les pièges, donc on est toujours sur cette idée de comment et quel RIC construire. On a vu les RIC, on a vu les pièges à éviter. Là maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder les RIC qui fonctionnent bien. Et donc en fait, ce qu'on a fait dans l'ouvrage, c'est qu'on a regardé depuis 1995, on a pris cette date parce que sinon, en fait, il y a beaucoup de pays qui ont eu le RIC dans les années 90.
Donc c'était pour mettre à peu près tout le monde sur la même ligne de départ. On a regardé depuis 1995 les pays dans lesquels on avait eu le plus de RIC. Alors on s'est intéressé vraiment aux RIC nationaux, parce qu'après vous avez tous les RIC que vous pouvez avoir à d'autres échelles. Et on a regardé le nombre de RIC nationaux qui avaient été organisés depuis cette date. Et en fait, on s'est dit, tiens, ça pourrait être. Moi, je me suis dit, ça peut être intéressant d'aller regarder qui sont les meilleurs pour pouvoir regarder comment ils construisent leur RIC et pour pouvoir s'en inspirer. Et en fait, à la première position, très très loin devant, le RIC le plus performant, c'est le RIC suisse. Le RIC constitutionnel suisse, avec 86 référendums organisés depuis 1995. Et après, assez loin derrière, en deuxième position, vous avez l'Italie qui arrive avec le RIC, donc le RIC italien, avec 39 RIC organisés depuis 1995. Et en troisième position, pas très loin derrière l'Italie, vous avez le RIC des Palaos, qui sont des petites îles d'Océanie, où vous avez eu 32 RIC organisés. Mais juste pour prendre, donc on est quand même assez loin derrière les 86, le score de 86 du RIC suisse. Et en plus, prenez simplement le RIC italien, il s'agit d'un RIC abrogatif. C'est un RIC abrogatif avec en plus des restrictions sur les sujets. Donc c'est pas le RIC le plus intéressant. Donc comment il est construit ce RIC suisse? Ce RIC national suisse. Alors déjà, il s'agit d'un RIC constitutionnel intégral. RIC constitutionnel intégral, ça n'a rien d'exotique. Alors je l'avais noté, mais vous voyez, on a 12 pays qui disposent d'un RIC constitutionnel. Oui, c'est ça. Il y a 12 pays qui disposent d'un RIC constitutionnel dans le monde. Sur ces 12 pays, vous en avez 10 où le RIC est intégral, c'est-à-dire qu'il peut porter sur tous les sujets. Donc ça n'a rien d'exotique de manière isolée. Donc il est intégral. Il est constitutionnel, il est intégral. Vous avez un seuil de signature qui est bas. Le seuil de signature, il est à 100 000. C'est à peu près 2% de l'ensemble des électeurs. Donc 2%, vous voyez, on est loin des 15%, 20% de la Bolivie ou du Venezuela. Vous avez un délai de récolte qui est raisonnable. 15 jours, rappelez-vous, pour la Croatie. Là, on est à 18 mois. Ça devient quand même déjà un peu plus envisageable d'un point de vue militant. On se dit, bon, 18 mois, on a quand même le temps. Aucun quorum, ni de participation, ni d'approbation. Et vous avez, et je ne l'ai pas précisé, mais je vais le préciser là, vous avez un référendum obligatoire. C'est-à-dire que les Suisses, quand ils font une proposition de loi au niveau constitutionnel et que cette proposition passe, même en amont, ils font une proposition, ils savent qu'à un moment donné, ils ne prennent pas le risque que leur travail, toute l'énergie qu'ils vont mettre dans l'investissement, parce que des fois ça prend des années à faire passer une proposition, soit gâchée par des élus qui vont annuler la loi comme ça, contre l'avis de tout le monde, enfin en tout cas ça peut être même dans le dos de tout le monde, 2-3 ans après, voire quelques mois après. Et donc le référendum obligatoire, c'est pas quelque chose d'exotique non plus. Le référendum obligatoire existe aussi en Irlande, vous l'avez en Andorre, vous l'avez en Arménie, et vous l'avez même sur certains sujets au Danemark et au Portugal. Donc que ce soit le référendum constitutionnel intégral, je vous disais, c'est rien d'exotique, tout un tas de pays en sont dotés de manière isolée, et le référendum obligatoire n'a rien d'exotique non plus. Et donc, RIC constitutionnel intégral et référendum obligatoire, rappelez-vous, ce sont les deux mécanismes nécessaires pour pouvoir parler de démocratie directe. Et en fait, dans le monde, le seul pays qui combine ces deux mécanismes, c'est la Suisse. Donc aujourd'hui, c'est le seul pays dont on peut dire qu'il est réellement une démocratie directe. Alors, fort de nos connaissances sur les pièges à éviter et sur les RIC qui fonctionnent bien, on peut se lancer et se dire quel RIC on va construire pour nous en France. Déjà, comment procéder? Déjà, il va falloir modifier notre constitution. Il va falloir modifier notre constitution, mais la question qui va se poser, c'est quelle modification? Et là, ce que j'aimerais vous proposer, parce que ce que je vous disais, il y a une infinité de propositions possibles, toutes ces propositions ne se valent pas. Vous avez des RIC qui fonctionnent moins bien que d'autres et des RIC qui ne fonctionnent pas du tout, on a pu le voir. Donc il va falloir fixer, je vous propose d'abord de fixer un cahier des charges sur cette modification. Et donc ce cahier des charges, je vais commencer par le premier point. L'idée c'est que cette modification, idéalement, il faut qu'elle soit la plus minime possible. Idéalement, il faudrait qu'elle tienne en un article. Pourquoi? Pour deux raisons, à mon avis. La première, c'est que une proposition minimale sera facilement appropriable par le plus grand nombre. Déjà, aller mettre le nez dans la Constitution, c'est pas du tout une opération de vie courante. Si en plus, quand vous allez mettre le nez dedans, il faut aller lire plusieurs articles, et puis peut-être même des articles qui ne sont pas forcément côte à côte, ça complexifie la tâche d'appropriation pour le plus grand nombre. Donc, avoir une modification qui soit minimale, ça rend cette modification plus inclusive, plus appropriable. Le deuxième élément,
c'est que de la même façon qu'une revendication minimale comme le RIC a permis de remporter une adhésion très très importante, en fait, le principe est simple, c'est que plus vous avez de revendications, plus c'est compliqué de mettre d'accord les gens. Et bien de la même façon, on peut penser que plus vous aurez une modification qui est complexe, qui va impliquer plusieurs articles, plus ce sera difficile de remporter l'accord du plus grand nombre. Parce qu'il y aura toujours certains qui seront d'accord sur une partie, oui, je suis d'accord pour cet article, mais pas d'accord sur cet article. Donc plus vous concentrez, plus vous essayez de taper fort, en ayant le plus petit impact possible, et plus il y a des chances qu'on remporte l'adhésion. Deuxième caractéristique de ce cahier des charges, deuxième point, il faut qu'elle soit minime, mais suffisamment détaillée. Parce que si vous ne fixez pas le détail sur le seuil de signature, le délai de récolte et d'autres choses encore qu'on va voir par la suite, eh bien ces détails, en fait, ce sera les élus qui devront se charger de les fixer. Et si on prend ce risque-là, il y a de grandes chances que ce ne soit pas forcément à l'avantage des citoyens et qu'on se retrouve avec un dispositif appauvri par rapport à celui qui était souhaité au départ. Donc il faut quand même qu'elle soit suffisamment détaillée. Il faut qu'elle soit, troisième point du cahier des charges, la plus puissante possible. Et donc là, pas de surprise, pour qu'elle soit la plus puissante possible, il faut que ce soit constitutionnel, il faut qu'on ait un RIC constitutionnel qui, je le rappelle, permet de tout faire, voilà, et permettra d'introduire par la suite tous les RIC qu'on veut, toutes les mesures qu'on veut, potentiellement. Quatrième point du cahier des charges, il faut qu'elle soit compatible avec le reste de la Constitution, il ne faut pas qu'il y ait de contradiction. Donc voilà, un point sur lequel je ne m'attarde pas. Et le dernier point, idéalement, il faut, si on veut vraiment pouvoir accéder à une démocratie directe, il faut que cette modification intègre aussi le référendum obligatoire, ce mécanisme qui nous permet d'être sûr que les élus ne puissent pas débricoler nos propositions une fois qu'elles sont passées. Et même, j'insiste là-dessus, de manière plus générale, ce mécanisme permet que toute modification de la Constitution soit soumise à référendum. Et alors, dans notre ouvrage, on a examiné 3 types de propositions qui ont été déjà réalisées. On a examiné la proposition de la France Insoumise, on a examiné la proposition de l'association Article 3, et on a examiné une autre proposition qui est basée sur une modification de l'article 11 de la Constitution. Et alors il y en a sûrement d'autres, donc on a fait le choix de celles qui étaient peut-être les plus médiatisées. On n'a aucune de ces propositions qui répond au cahier des charges. Alors je ne rentre pas dans le détail, on pourra le faire dans la discussion si vous le souhaitez, mais au moins pour 2 raisons. Premier point, c'est qu'en fait toutes ces propositions, elles impliquent des modifications multiples de plusieurs articles, 4 ou 5 au minimum, et aucune n'introduit le référendum obligatoire. Donc là, on a le droit de se demander, à ce stade, est-ce que c'est possible de faire une proposition qui réponde à un cahier des charges aussi exigeant? Mais en fait, oui, ça l'est via la modification d'un article bien précis, qui est l'article 89 de la Constitution. L'article 89 de la Constitution, son rôle, il est simple, c'est il fixe qui a le droit de modifier la Constitution. C'est vraiment l'article de choix. Et en fait, aujourd'hui, qui a le droit de modifier la Constitution? Vous avez le président de la République ou des parlementaires. Voilà, c'est tout. Éventuellement, le président peut solliciter les citoyens via un référendum, mais il n'est pas du tout obligé de le faire. Donc aujourd'hui, on n'a absolument pas de fait notre mot à dire sur les modifications constitutionnelles. Et donc, en modifiant l'article 89, cet article 89, on peut introduire un RIC constitutionnel intégral, le référendum obligatoire, ce mécanisme qui, je pense que je l'ai suffisamment répété, tout en précisant, alors je vais tous vous les énoncer, juste pour que vous ayez une idée, 8 points de détail qui sont le seuil de signature, le délai de récolte de signature, le délai de validation de la pétition, l'institution en charge de la validation, le délai de déclenchement du référendum, l'institution en charge de déclencher le référendum, les conditions d'adoption du résultat et le délai d'application du résultat. Juste, j'en détaille au moins 2, c'est que je vous ai parlé du seuil de signature ou du délai de récolte, mais une fois que vous avez votre pétition avec toutes les signatures, il faudra bien qu'à un moment donné, quelqu'un quand même se charge de vérifier si elles ne sont pas bidonnées, vos signatures. Donc il va falloir spécifier qui fait ça. Et il faudra spécifier aussi, chose très très importante, qui est un piège à éviter, il faudra spécifier un délai, parce que sinon votre pétition elle peut pourrir dans un tiroir. Vous voyez, donc ça c'est toutes des choses, si c'est pas nous qui les fixons, ça sera les élus qui le font derrière, et c'est pas sûr que ce soit à notre avantage. Et donc tout ça, donc RIC constitutionnel intégral et référendum obligatoire, plus tous ces détails-là, eh bien on peut les ajouter dans un unique article avec, et là accrochez-vous, parce que je suis pas peu fier de je suis assez impressionné de ça, avec ça seulement, en ajoutant seulement 45 mots à la Constitution.
Constitution, c'est quand même un peu plus de 13 000 mots. Et alors, bon, je vais quand même tourner pour vous le montrer, juste comme ça, bon, tant pis, ça n'aura pas le même effet qu'en grand. Mais là, juste sur une diapositive, j'ai mis à votre gauche, ça c'est l'article tel qu'il est, l'article 89 tel qu'il est dans la Constitution actuelle. Et là, c'est sa modification. Le nouvel article qui inclurait tous les points que je vous ai présentés juste avant. Alors, 45 mots, c'est le bilan total, parce qu'en fait, il faut enlever quelques bricoles à l'intérieur de l'article actuel, en rajouter des autres là, et le bilan total, c'est 45 mots ajoutés à une constitution qui en fait 13 000. Et avec 45 mots ajoutés à une constitution qui en fait 13 000, en introduisant tout ce que je vous ai présenté, vous faites passer la France au statut de deuxième démocratie directe du monde. Albin se proposait de transmettre ces diapos à ceux qui laissent leur... vous noterez peut-être, on est d'accord? Ouais, tout à fait. Ouais. S'il y en a qui sont intéressés, vous venez me voir et vous me donnez vos coordonnées et les adresses de messagerie. Et je vous transférerai le diaporama. Donc voilà, sur l'article 89. Alors pour conclure, avec le RIC, on a là une revendication qui est claire et minimale. Les citoyens doivent pouvoir légiférer directement sans l'intervention des élus. En plus d'être claire et minimale, c'est une revendication qui est puissante parce qu'elle porte potentiellement un changement majeur de système politique et en même temps, elle peut augmenter considérablement nos droits politiques en tant qu'individus. Le problème qui se pose, je l'ai déjà dit, c'est que cette revendication claire, minimale, puissante, il faut la concrétiser en une proposition qui soit elle-même claire, minimale et puissante et qui puisse remporter l'adhésion du plus grand nombre. Et comme on l'a vu, une infinité de propositions sont possibles avec des propositions clairement dysfonctionnelles. Heureusement, je vous l'ai montré, on a une proposition concrète qui est disponible via la modification de l'article 89, et donc c'est la modification constitutionnelle que nous on propose, que vous trouverez à la fois dans l'ouvrage, et bon là vous ne pourrez pas le voir, mais on a lancé une pétition sur cette modification précise de la Constitution. Donc on a une modification qui est possible et qui nous permet, je le répète, de faire accéder la France au statut de démocratie directe. Et donc, ceci étant dit, aujourd'hui, à défaut d'avoir un RIC, et j'aimerais terminer en ouvrant sur ce questionnement-là, à défaut d'avoir un RIC constitutionnel tout bien comme il faut pour faire passer cette proposition-là, comment, tout un chacun, individuellement ou collectivement, on peut s'organiser, qu'est-ce qu'on peut faire pour voir une proposition comme celle-là passer et donc élever la France au statut de démocratie directe. Je remercie les organisateurs, je vous remercie pour votre attention, j'en ai terminé.